Bismillahirrahmanirrahim. Je reprends donc le cours à l'endroit où j'ai terminé la partie précédente. Donc, dans la partie précédente, j'ai mis l'accent sur l'évaluation heuristique. Maintenant, nous parlons de la partie test ou évaluation formative, qui est basée sur, comme on peut le voir ici, sur des observations et des tests d'acceptabilité avec des questionnaires qui sont donnés aux utilisateurs. Alors, nous utilisons un laboratoire si vous voulez. Donc, ici, vous avez une chambre qui est divisée en plusieurs compartiments. Ici, vous avez un utilisateur qui va s'asseoir devant un logiciel et vous avez un observateur et des caméras qui prennent, donc, qui enregistrent l'utilisation du logiciel par cet utilisateur-là. Alors, pourquoi des caméras? Pourquoi? Donc, à chaque tâche, donc le facial de l'utilisateur, comment il se comporte, etc. Et vous avez le deuxième compartiment, c'est une salle d'observation où donc les concepteurs vont pouvoir donc réagir et donner des instructions à l'utilisateur ou bien au deuxième utilisateur observateur. Alors, nous donnons à l'utilisateur un ensemble de tâches à réaliser avec un logiciel pour que nous voulons juger. Donc, ici, vous avez donc ici l'utilisateur qui est en train d'utiliser un logiciel et vous avez un autre observateur avec un ensemble de tâches qu'il doit réaliser. Alors, qu'est-ce que je mesure? Je mesure de manière objective, donc le temps d'apprentissage par rapport à une tâche donnée. Est-ce que cette tâche a bien été exécutée? Quel est le taux d'erreur? Quel est le temps de rétention? Et est-ce qu'il y a une satisfaction subjective par rapport à la manière d'exécuter la tâche donnée? Donc ici, vous avez un exemple de cette évaluation sommative. Donc, supposons que je veuille faire évaluer un logiciel de traitement de texte. Donc, les concepteurs vont faire appel à 35 secrétaires qui utilisent ce logiciel de texte et ils veulent voir quelle est l'expérience par rapport à ce traitement de texte. Est-ce que donc la frappe de ce texte-là s'est bien passée, s'est bien déroulée, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une période de 45 minutes qui est consacrée à l'entraînement avant l'expérience. Et ensuite, elle devrait être capable de compléter correctement en 30 minutes 80% des tâches de frappe et d'édition. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez compris qu'il y a donc un ensemble de tâches par rapport à une. Donc, à la fin, je remets un questionnaire aux utilisateurs qui vont pouvoir me donner leur satisfaction par rapport à l'utilisation de ce logiciel-là. D'accord? Donc, vous avez des exemples de questions. Est-ce que les messages qui apparaissent, est-ce qu'ils étaient confus ou bien est-ce qu'ils étaient, les messages, est-ce qu'ils étaient confus, ils étaient clairs? Et donc, je donne une note qui est comprise entre 1 et 9 ou bien est-ce que ce n'est pas du tout applicable, etc. Est-ce que les instructions pour la commande en question, est-ce que c'était confus ou est-ce que c'était clair, etc. Donc, ça me permet de faire une évaluation à travers la satisfaction des différents utilisateurs. Alors, bien sûr, comme on a dit, il faut avoir plusieurs évaluateurs. Et pour pouvoir, en fait, évaluer tout mon système, tout mon logiciel, évidemment, je dois alterner, je dois combiner entre l'évaluation heuristique que nous avons étudiée auparavant et l'évaluation sommative à la fin. Chaque méthode a ses avantages, chaque méthode apporte un plus par rapport à l'évaluation du logiciel. Voilà, donc ici, je rappelle que, comme nous avions dit complètement à la fin, pour résumer tout le cours, si vous voulez, donc, quel que soit le cycle de développement d'un logiciel, il va prendre un certain temps. Donc, il ne faut pas oublier que la partie interface n'est pas une partie qui a lieu complètement à la fin,
d'accord, mais qui a lieu, et ça nous l'avons répété depuis le début du cours, depuis le départ, en commençant par donc l'analyse de nos utilisateurs. Il faut connaître de quelle population cible nous avons affaire, réaliser les prototypes papier, réaliser les prototypes numériques en suivant les guidelines que nous avons fait, faire des évaluations au fur et à mesure. Donc ici, il va s'agir d'évaluations heuristiques. Lors du codage, nous assurer de la séparation entre l'IHM et le noyau du système en utilisant par exemple le modèle MVC et continuer à faire des évaluations jusqu'à arriver à l'évaluation qui va être sommative complètement à la fin. Voilà. Donc ici, c'était pour résumer un ensemble de principes que nous avons vus et je mets l'accent sur le fait qu'il ne faut pas oublier que l'interface doit prendre la place qu'il va prendre parce qu'il va nous assurer que le logiciel va bien être accepté par les utilisateurs, etc. Alors, il y a un petit concept que nous n'avons pas encore étudié et qui va clôturer ce cours-là, qui est la possibilité d'utiliser des principes qui ont été recommandés par W3C. Alors, quels sont ces principes-là? Ce sont des techniques. Lorsque vous avez à développer un logiciel qui va être utilisé à l'échelle de l'Internet, à l'échelle d'une application web, il y a des principes qui s'appellent des principes d'accessibilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il ne faut pas oublier que lorsque nous avons accès au web, il y a des personnes qui vont avoir accès à ce web-là, mais qui ne vont pas être capables de voir, d'entendre ou de se déplacer de manière normale telle que le ferait une personne dans de très bonnes conditions. D'accord? Donc, par exemple, il se peut qu'une personne n'a pas accès à une souris ou bien, par exemple, à un clavier, etc. Il se peut que l'écran soit très petit, il se peut que la connexion Internet soit très faible, etc., etc. Donc, pour toutes ces différentes raisons, il faut que le logiciel que nous développons soit toujours accessible pour n'importe quel utilisateur, même si cet utilisateur-là est confronté pour différentes raisons à des problèmes d'accessibilité. Bien sûr, il s'agit bien sûr de personnes euh, qui présentent euh, je pense, des habilités, comment on pourrait le traduire, des personnes qui ont du mal à voir ou d'entendre, etc. Il faut que ces logiciels-là soient encore accessibles par eux. Alors, W3C nous fournit un ensemble de guidelines qu'ils appellent Web Content Accessibility Guidelines que nous allons étudier. Donc, il est possible que lorsque vous finissez votre travail, vous pouvez appliquer ces principes-là au niveau du web. Alors, au passage, ici, je vous dis par exemple que au niveau de la bibliothèque multimédia de la Fondation Mohammed VI, il y a un ensemble de périphériques qui sont mis à la disposition des personnes avec des disabilités ou incapacités. Ici, vous voyez que c'est le même texte, mais qui, d'une part, il est possible de l'agrandir, la taille, pour qu'il soit bien vu pour les utilisateurs, mais comme vous pouvez voir ici, nous changeons au fait le coloriage de ce qui est affiché parce que vous avez des personnes qui ont du mal à voir certaines couleurs. Et donc, il est possible de changer la façon de voir le texte et de l'agrandir pour ces personnes-là. Ici, vous avez, par exemple, une imprimante qui imprime directement en braille un texte de données. Alors, si vous prenez maintenant le portail du Maroc, portail national, ce portail national étant heureusement au courant qu'il y a ces principes directeurs d'accessibilité, ils disent que le portail a été conçu de manière à rendre accessible le contenu proposé à un large public d'internautes et ce, en suivant les règles d'accessibilité. Alors, quelles sont ces règles-là? Vous avez 14 guidelines et chaque guideline a un ensemble de checkpoints.
Alors, les checkpoints, comme on va les voir, il s'agit de contrôler un certain nombre de syntaxes au niveau de votre fichier HTML. Chaque checkpoint a une certaine priorité. Donc, bien sûr, la priorité la plus haute, il faut faire très attention et je vais vous donner des exemples. Donc, voici, par exemple, toutes les checkpoints qui sont de priorité 1. Je vais vous en citer quelques-unes. Alors, par exemple, et on a déjà dit ça auparavant, il faut s'assurer, par exemple, le 2.1, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut s'assurer que toute information qui est fournie en utilisant ou à travers la couleur est également fournie sans la couleur, d'accord? À travers, par exemple, le contexte et le markup. Vous avez les priorités 2, etc. Alors, par exemple, lorsque vous avez une liste ordered list, ou bien sûr un ordered list au niveau du langage HTML, donc vous avez par défaut le langage HTML, le browser vous fournit les petites boulettes, d'accord, ou bien les puces. Mais il se peut que vous spécifiez ces puces-là sous forme d'une image qui représente le bouton. Mais supposez alors que cette image-là, l'utilisateur n'a pas une connexion Internet suffisante pour pouvoir télécharger l'image. Il faut à ce moment-là assurer une alternative, comme vous voyez ici, au niveau de votre balise. Si vous voulez utiliser une certaine image, donc par exemple star.gif, il faut absolument fournir une alternative dans le cas où je n'ai pas la possibilité d'afficher cette image-là. D'accord? Donc, le guideline, qu'est-ce qu'il dit? Il faut absolument fournir un équivalent texte à tout contenu visuel ou bien auditif. D'accord? Donc ici, vous voyez par exemple, si l'image, ici les différentes de cette barre-là, ces images, je n'arrive pas à les voir, il faut fournir des alternatives textuelles, etc., etc. Vous voyez que ici, il y a utilisation du paramètre alt à l'intérieur des différentes balises. Voilà, etc. Donc, vous pouvez voir ici qu'il faut fournir ici une longue description dans le cas où je n'arrive pas à voir ce chart, etc. Bon, je ne vais pas voir tout ceci en détail, mais vous avez compris le principe. Voilà. Alors, comment réaliser cela? Alors, heureusement, il y a un outil qui s'appelle Wave, qui vous permet, que vous allez installer sur votre browser et qui vous permet, donc vous pouvez le récupérer ici. Et lorsque vous installez, il s'installe sur votre browser sous forme de plugin et vous allez voir les différentes, il va inspecter votre fichier HTML, il va vous proposer directement, il va vous lister les erreurs que vous avez. Alors ici, vous voyez que ici au niveau du browser, donc vous avez la barre Wave qui s'installe automatiquement, d'accord? Et ici, on prend un logiciel, pardon, un site en question et vous voyez que ici, il vous dit que vous avez 7 erreurs d'accessibilité et il va vous les lister selon leur priorité. Bien sûr, le rouge étant le vrai problème. Vous avez le jaune pour les warnings, etc. Alors, même le site qui a dit que les erreurs ne sont pas, les guidelines sont appliquées. Ici, vous voyez que vous avez 57 erreurs d'accessibilité en suivant les recommandations de cet outil-là, Wave. Alors, ça a été appliqué sur une ancienne version de ce site-là. Il se peut que ces erreurs-là aient été corrigées. Voilà, donc ici termine cette vidéo et ici termine le cours IHM. Salam alaikum wa rahmatullah.